Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très honoré d'être là, d'être avec vous aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans le cadre de mon rattachement à ICAR, donc le postdoc, je suis rattaché à Epsilon. Mais j'ai un défaut, c'est que je ne suis pas psychologue, donc voilà, c'est marrant. Donc ça m'amuse un peu, je trouve ça incongru, et en même temps je trouve ça, comme disait Isabelle, très rafraîchissant sur le plan scientifique et intellectuel. Dans le cadre de mon postdoc ICAR, en fait le postdoc préfigure un chantier que j'essaye d'ouvrir déjà depuis plusieurs années. C'est un chantier de recherche qui vise à déterminer si et comment l'être humain peut littéralement mourir de social. Alors c'est rafraîchissant, c'est peut-être un peu douche froide le matin, mais c'est un peu l'objet de la recherche. En fait, c'est de faire rentrer la sociologie dans la perspective de l'étiologie, qui souvent, voilà, il y a un monopole biomédical dans l'étiologie, je pense, qui peut et qui doit être discuté. C'est aussi discuter le modèle biopsychosocial de George Engel sur cette dimension, qui n'est une dimension quelque part pas explicative, qui n'est pas prédictive, et de quelque part contre Engel, mais avec lui, donner à son modèle une véritable dimension de modèle, et peut-être d'oublier, on va dire, nos habitudes de pensée par rapport au modèle biopsychosocial et de proposer des modélisations de type socio-psychosomatique. Voilà, donc je vais revenir un peu sur l'histoire de cette démarche. Voilà, donc je ne viens pas du tout de cet horizon-là. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur le milieu carcéral. Donc pour vous faire un peu le topo, quand j'étais en master à l'université, j'ai été recruté comme étudiant assistant dans une enquête nationale qui était commanditée par le ministère de la Justice suite aux attentats de Mohamed Merah. Et on était en pleine polémique sur la radicalisation des prisonniers, la radicalisation islamiste. Et donc je me suis retrouvé embringué dans une enquête nationale. Donc il y avait vraiment des collègues de Lille, de Paris, de Lyon, de Marseille, de Strasbourg, etc. Et l'ambition, c'était de faire une grande photographie des comportements religieux des personnes détenues, dans toute leur diversité. Vraiment, c'était de faire des typologies. Et donc j'ai fait ça, je conduisais des entretiens avec des détenus qui étaient religieux, qui étaient identifiés comme religieux, qui avaient des pratiques religieuses, etc. etc. Et il y a quand même quelque chose qui m'avait un peu étonné, c'est qu'à chaque fois qu'on discutait avec quelqu'un qui du coup était religieux en détention, il disait qu'il avait adopté des pratiques religieuses au cours de la peine de prison, où nous on le rencontrait mais on arrivait après, et quand on lui demandait comment quelqu'un qui n'est pas pratiquant se met à pratiquer ou à croire au cours d'une peine de prison, la réponse était systématiquement religieuse. Dieu m'a montré la voie, j'ai reçu les clés pour comprendre, Dieu m'a puni, etc. etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y avait, bon ça je pense que vous le savez aussi en psychologie, mais le converti est à peu près l'enquêté le pire possible à avoir, puisque ce sont des gens qui ont tendance à reconstruire leur biographie à l'aune de leur conversion et des nouveaux concepts qu'ils manipulent. Et comment tu t'es mis à croire en Dieu? Eh ben, Dieu m'a montré la voie, j'ai été choisi, j'ai été puni, etc. etc. Et comment est-ce qu'on arrive à lever quelque part ce voile des événements? C'est très compliqué, et alors je me trouvais très intelligent quand j'ai déposé un projet de thèse où je me proposais de rencontrer des gens non religieux au moment de leur incarcération et de les suivre à intervalles réguliers en entretien tout au long de leur peine de prison, en attendant que certains trouvent Dieu. Voilà. Bon, j'ai tout de suite déchanté, puisque quand le terrain a commencé, déjà il y avait tout un enjeu de recrutement des enquêtés. Qu'est-ce que je prends comme enquêté? Et donc là, ça a été des mois et des mois d'interconnaissance, de relations, de comment je passais du temps de plus en plus dans les lieux de sociabilité interdétenus, sans surveillant, où j'essayais d'être le moins possible, d'être affilié soit à une institution, qu'elle soit universitaire ou carcérale, etc. Donc de me faire ma propre place dans un bâtiment, dans des relations de détenus, au jour le jour, parce que j'y étais tous les jours, toute la journée.
Donc c'était très constructif d'un point de vue ethnographique, c'est-à-dire que ça m'a permis de remplir des pages et des pages et des pages de journal de terrain, d'observation, de prendre part aussi ou d'être pris à part parfois dans des relations en détention. Et surtout, ça m'a permis de recruter des gens avec des profils très différents. La seule condition de recrutement, c'était qu'ils ne soient pas religieux et qu'ils soient incarcérés depuis peu. Donc, typiquement, je rencontrais des gens par l'entremise d'autres de mes enquêtés. Voilà. Donc, je passais du temps dans les coursives, dans les escaliers, dans les lieux de rassemblement, etc., etc. Et donc, je passais un temps incroyable à fumer des cigarettes, justement, à discuter de tout et de rien, et surtout à repérer les relations et à cartographier les relations, ce qui me permettait, en fait, d'avoir accès à des gens qui sont complètement absents des études classiques sur la prison, à savoir des gens qui sont fichés au grand banditisme, des gens qui sont complètement affolés, apeurés, qui se cloîtrent dans leurs cellules et qui n'en sortent jamais, des gens qui sont, ça on en a un peu plus d'exemples, mais des gens qui sont condamnés pour des faits de mœurs, comme on dit, c'est-à-dire des pointus, c'est une catégorie indigène qui désigne les violeurs, les pédophiles, etc., etc., et qui sont vraiment la lie de la société carcérale, si on doit dire, si on peut parler de société. Et donc, ça me permettait d'être dans le jus d'un bâtiment. Je me suis concentré sur un bâtiment en particulier parce que j'y avais plus d'enquêtés que dans les autres. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui n'avaient pas forcément d'intérêt à me parler, de parler à un sociologue, de parler à un universitaire, mais me détachant en fait de cette étiquette parce qu'ils me voyaient tous les jours, je faisais partie du paysage, ils m'avaient déjà vu la semaine d'avant et la semaine d'avant encore, et parfois les mois précédents, et je serai encore là le lendemain. Et finalement, c'est vraiment des petites choses comme ça qui font que j'ai pu remonter des réseaux de sociabilité et recruter des gens finalement pour parler, ils parlaient de ce qu'ils voulaient. J'avais pas de grille d'entretien, j'en avais une à la maison, mais en fait je la sortais pas devant eux. Et donc dans ma tête, je cochais d'entretien en entretien toutes les informations dont j'avais besoin. La profession des parents, le milieu social d'origine, le lieu de naissance, etc. etc. Bon, des informations qui peuvent paraître un peu prosaïques, mais quand on discute avec des gens en détention, on fait aussi face à une activité émotionnelle qui est extrêmement forte, des cas d'angoisse, des cas de dépression extrêmement lourds. Voilà, c'est pas des gens qui répondent facilement aux questions. Sans compter qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à répondre à la moindre question, typiquement les professionnels du banditisme, enfin, c'est pas une profession, mais ils en ont fait leur profession, qui sont extrêmement méfiants. Bref, tout ça pour dire que pendant 6 mois, il ne s'est strictement rien passé de religieux, donc j'étais en détention tous les jours, c'était pas non plus très confortable comme terrain. Les surveillants commençaient à se demander qui je pouvais bien être, parce qu'ils me voyaient avec des gens qui étaient fichés S, des gens qui étaient fichés au grand banditisme, etc., etc. Donc c'était un peu bizarre, parce que j'étais suspect à la fois pour les détenus, pour certains en tout cas, et pour une part croissante de surveillants qui du coup me faisaient des crasses, m'enfermaient dans des sous-sols ou ce genre de choses, enfin oubliaient de m'ouvrir. Donc ça pouvait durer très longtemps. En fait, c'est l'histoire d'un terrain qui va devenir de plus en plus instable parce que à mesure que je me faisais une place dans les groupes de détenus et dans les relations interdétenus, plus je nourrissais de la défiance du point de vue des surveillants qui se méfiaient de moi, etc. Pendant 6 mois, il ne s'est strictement rien passé, donc je croulais vraiment sous les entretiens, parce que j'en faisais 2 le matin, 2 l'après-midi, donc c'était des entretiens biographiques, parfois très longs, où je gérais quand même beaucoup une charge émotionnelle, donc j'essayais quand même d'apaiser les choses, de relancer, en gardant en tête les entretiens précédents, avec les questions, les informations qui me manquaient, etc., tout en paraissant le plus naturel du monde, pour être juste un interlocuteur sympathique pour mes enquêtés. Et alors qu'en même temps, j'avais des prétentions qui étaient vraiment scientifiques. Et au bout de 6 mois, dans ce corpus finalement de 32 personnes, avec des profils sociaux très différents, toutes non religieuses, au bout de 6 mois, le corpus a commencé à s'agiter sur cette question de la religion. Et en l'espace de même pas 2 mois, quasiment la moitié du corpus, donc 15 personnes sur les 32, sont devenues religieuses.
Et ce qui était intéressant, le défi pour moi, c'était de réaliser une sociologie de la conversion en étant témoin de la conversion et en connaissant, en enquêtant les gens avant qu'ils ne deviennent religieux. Voilà, donc c'était d'être là. Et un des résultats étonnants de cette étude, c'est que les gens deviennent religieux par le biais d'une peur. C'est vraiment la première variation religieuse, c'est de ressentir une peur. La peur d'un jugement divin, la peur de la condamnation, la peur de l'enfer, la peur du péché, etc. C'est vraiment comme ça que ça apparaît. Alors ça n'apparaît pas chez tout le monde, évidemment, il faut avoir une socialisation religieuse, même latente pendant l'enfance. C'est vraiment une réminiscence, une sorte de régression formelle de modèles domestiques en fait, qui sont réactivés dans un contexte extrêmement délétère et anxiogène qu'est la détention. Et surtout, ce sont des gens qui, à un moment donné, n'avaient plus de ressources. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'étaient adaptés, au moins en partie, bon gré mal gré, à la situation de la prison. Soit qu'ils travaillaient, soit qu'ils avaient encore des relations familiales, soit qu'ils s'étaient inscrits à un diplôme, etc., etc. Et en fait, ces ressources-là sont des ressources pour l'action et pour la maîtrise intellectuelle, affective et pratique de la vie en détention. Ça vous donne des moyens, ça vous donne des mots, ça vous permet de vous repérer, de structurer vos journées, ça vous donne des choses à faire, vous rencontrez d'autres gens, du coup vous avez accès à des solidarités matérielles, on peut vous dépanner du café, on peut vous dépanner du tabac, on peut aussi avoir accès à des solidarités affectives, se faire des copains, et c'est aussi des alliés, parce que la prison est un endroit quand même assez hostile, il y a beaucoup de violence interdétenue, il faut se protéger de ses propres co-détenus, on se protège mieux quand on est plusieurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que ces ressources-là sont extrêmement précieuses en détention, et surtout elles sont très volatiles, c'est-à-dire que pour un oui, pour un non, vous pouvez perdre l'accès à ces ressources. Les relations familiales, par exemple, typiquement au bout de 6 mois, généralement il n'y a plus rien qui se passe. Les compagnes sont parties, les enfants ne viennent plus au parloir, les amis ne viennent plus au parloir non plus, il n'y a plus de lettres, il n'y a plus de mandat, du coup il y a de la pauvreté qui s'installe, etc., etc. Pour ce qui est du travail, à la moindre embrouille, on est déclassé par l'administration, c'est-à-dire qu'on perd son travail, donc on perd l'activité, on perd le salaire qui va avec, on perd les relations, etc. Le sport, pareil. En fait, c'est une punition de déclasser les gens. Donc, à la moindre incartade, les gens sont déclassés, ils se retrouvent sans ressources pour gérer une situation qui est une situation qui n'est pas normale, on va dire, dans le fonctionnement ordinaire de l'être humain. De se retrouver enfermé dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24, c'est très difficile. Et c'est là où le religieux apparaît, c'est vraiment, à un moment donné, c'est la ressource des sans ressources. Encore faut-il avoir eu une éducation globalement religieuse, on est d'accord, mais c'est quand même ce moment-là, dans la trajectoire d'adaptation, c'est le moment où les gens sont au plus mal, qu'ils vont ressentir des peurs religieuses, qui sont des peurs vraiment horribles. Moi j'ai assisté à un cas de possession démoniaque, dont je suis pas peu fier, puisqu'il est publié depuis 3 jours dans la revue de Sciences Po Paris, ce qui est quand même plutôt incongru, moi ça me fait marrer. Mais voilà, donc c'est vraiment des peurs quand on est persuadé d'être condamné à l'enfer, qu'on a tout perdu, qu'on est persuadé d'être possédé par une entité malveillante. Enfin voilà, c'est pas des situations qui sont rigolotes, mais en même temps, cette peur-là, elle vient structurer une angoisse qui n'avait pas d'objet, et ça donne une solution. Quelle est la solution ? J'ai vécu comme un mécréant, j'ai été puni par Dieu, la solution c'est que je devienne religieux et les choses iront mieux. Il faut que je fasse attention à mon comportement, il faut que je maîtrise, il faut que je régule mes propres mauvaises habitudes, etc., etc., etc. L'administration, pour ces gens qui adoptent une religiosité comme ça, qui est en fait de l'ordre de la pratique conjuratoire, hein. Les gens de l'administration se disent « Ah tel détenu il fait un progrès, un travail sur lui-même, il change son comportement, c'est génial, on va le reclasser aux ateliers, il va pouvoir retravailler, il demande de passer le bac, on va faciliter son inscription, etc. » Et les croyants qui n'ont plus que ça, hein, ça devient une matrice vraiment, parce qu'ils n'ont plus que ce registre d'action à pouvoir mobiliser, ça devient une matrice d'interprétation du réel, d'eux-mêmes, de la perception du passé, de leur propre passé, du futur, etc. Les gens qui sont pris dans ces matrices religieuses exclusives et urgentes, quand ils ont des gages de bonne volonté, entre guillemets, de l'administration, ils rendent gloire à Dieu, en fait, puisqu'ils ont été récompensés de cette prise de conscience, de ce changement, de cette adhésion, etc. Et il y a une sorte de cercle vertueux, comme ça, de l'adaptation qui part parfois d'interprétations qui pourraient paraître un peu délirantes, mais
à un moment donné où on est complètement démuni, on est même démuni de mots. Voilà, ça peut sauver des gens. Qu'est-ce qui se passe, par contre, j'accélère un peu, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de mouvement de régression possible, par exemple, avec le religieux qui devient un indicateur, qui devient un révélateur d'un mécanisme de la vie carcérale, de comment la prison socialise les individus, comment elle les transforme. Qu'est-ce qui se passe quand ce mécanisme de régression soit est impossible, soit est contrarié? Eh bien, c'est la part d'ombre de cette enquête, c'est que quand le processus est impossible, eh bien, les gens deviennent psychotiques. Et quand le processus est contrarié, qu'il est empêché, les gens se suicident. Or, quand on regarde la vie carcérale et qu'on la compare à la vie sociale ordinaire, il y a 3 statistiques qui sont vraiment remarquables. La première, c'est le taux de religiosité, qui n'a rien à voir avec la société ordinaire, le taux de suicide et le taux de décompensation psychotique intramuros. Et en fait, on a un processus qui est un processus de déculturation qui va pousser les gens jusque dans leur retranchement, sinon pas les ressources domestiques, anciennes, biographiques pour réinvestir ou être réinvesti, parce que ce n'est pas une stratégie consciente, pour être réinvesti par des modèles structurants antérieurs qui étaient latents, qui n'avaient jamais été investis avant. Voilà, ça produit de la maladie psychique très lourde et des comportements suicidaires. Donc c'est un seul et même processus qui est à la base, il me semble, de ces 3 statistiques, de ces 3 phénomènes où il y a une hypertrophie carcérale et qu'on serait tenté de traiter différemment en disant la religion, les illuminations spirituelles, la décompensation psychotique, le suicide sont des thématiques, des sujets qui sont distincts, qui ont leur propre logique. Non, je ne crois pas en fait. C'est vraiment la déculturation carcérale, le manque de ressources qui va pousser un peu comme une sorte de roulement de profondeur, de tendance générale, qui pousse les gens quand même sur ces chemins-là. Donc voilà, j'ai écrit un livre qui a été publié à Genève l'année dernière, et en y réfléchissant bien, dans cette démonstration, on a à la fois du religieux, mais on a aussi de la santé, et voire même du vital, parce qu'en suicide, il est question de santé au premier chef. Et quelque part, je m'étais posé cette question qui commençait à me tarauder du lien entre l'institutionnalisation des individus dans une institution totale. Je ne sais pas si tout le monde sait à quoi ça réfère, c'est la notion de Erving Goffman avec l'asile. Voilà, l'institution totale, donc fermée, une liberté limitée avec des règlements intérieurs, etc., qui n'est pas la vie ordinaire et surtout qui change, qui vise à convertir les individus d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à détruire la personnalité antérieure et à créer une nouvelle personnalité. Quel est le lien entre les institutions totales et la santé des individus? Et donc c'était vraiment sur cette piste-là que je m'étais lancé, que j'avais commencé à regarder la question des EHPAD, et en fait tout de suite je me suis convaincu de travailler sur les EHPAD quand je me suis rendu compte que les symptomatologies, par exemple, des troubles anxieux, dépressifs, etc., toute la symptomatologie psy était comparable en tout point à la symptomatologie carcérale. C'est les mêmes chiffres, c'est les mêmes prévalences, les mêmes proportions. J'ai un peu, voilà, je me suis dit, c'est pas qu'une histoire de vieillesse, puisque là, on a un public qui du coup est très âgé et la population carcérale, au contraire, est très jeune. Et on a les mêmes prévalences des mêmes troubles, enfin, c'est quand même assez étonnant. Et surtout, je me suis rendu compte en parcourant la littérature, notamment en gériatrie, en psychiatrie, en psychologie, que les réminiscences justement des expériences domestiques, donc généralement infantiles ou adolescentes, étaient vraiment omniprésentes dans la littérature. Donc là, j'ai lancé des terrains exploratoires où j'ai repris le protocole de la thèse, c'est-à-dire que je rencontrais des gens qui étaient accueillis en EHPAD très tôt et je les suivais à intervalles réguliers en entretien. Ad mortem, c'est-à-dire que j'allais aussi loin que possible, entre guillemets,
sans les déranger, etc. évidemment. Mais voilà, histoire de redessiner, de retrouver des trajectoires intramuros en EHPAD. Et c'est là où, quelque part, les choses vont s'accélérer, c'est que les trajectoires en EHPAD, les trajectoires d'adaptation, elles sont extrêmement variables et elles dépendent, ici encore, de ressources sociales qui sont disponibles en EHPAD et qui peuvent être mobilisées par les personnes qui sont placées en EHPAD. La vie en EHPAD, c'est une vie en institution totale, quoi qu'on en dise. Je sais que j'ai beaucoup de levées de boucliers par rapport à ça, mais on pourra en discuter. Cette vie-là n'est pas la vie en ordinaire. La plupart des gens qui y sont placés ne sont pas satisfaits de l'être. Ce n'est pas un but dans la vie d'être placé en EHPAD, c'est la dernière demeure. Enfin, tout ça quand même n'est pas anodin. Et il y a tout un tas de troubles, justement, de difficultés qui peuvent se transformer en troubles, plutôt pour être précis, qui pèsent un peu comme une menace sur les gens, qu'ils peuvent conjurer avec des ressources sociales, avec des liens plus forts, avec des activités, avec des relations, avec des nouvelles manières de penser, de se percevoir eux-mêmes, etc., etc. La religion, encore une fois, ici encore, elle occupe un rôle important. La mémoire aussi, on a après les activités qui sont proposées par les établissements eux-mêmes. Et les liens familiaux, c'est les 4 grandes ressources, on va dire, que j'ai pu identifier dans la littérature et dans mes 2 années là, de terrain exploratoire. Je dis exploratoire parce que j'ai suivi 8 personnes comme ça. Il y en a 3 que j'ai pu suivre au-delà de 8 mois. Donc j'ai pas suffisamment pour écrire un article ou une étude sérieuse, mais voilà, j'ai quand même passé du temps à suivre ces gens-là. Et donc le chantier que je m'efforce d'ouvrir et que j'ai, on va dire, que je préfigure avec le postdoc ICAR, c'est de monter un protocole statistique longitudinal, c'est-à-dire de monter, donc j'ai construit un questionnaire que je fais passer à intervalles réguliers aux personnes dès qu'elles sont placées en institution, avec tout un ensemble de conditions, mais plus que ce que j'avais en détention. Mais voilà, il faut être volontaire explicitement, il faut être en capacité d'exprimer un avis éclairé, etc. Il faut être dans un état de santé qui permet aussi l'exercice de la passation du questionnaire, etc. Le questionnaire, je le remplis moi-même, c'est-à-dire que je ne demande pas d'effort aux gens, donc ça prend je l'ai construit de manière à conduire une discussion, vraiment une discussion un peu basique de tous les jours, et vous venez d'où, et vous avez combien d'enfants, et ils viennent vous voir quand même, et ici comment ça se passe, vous êtes content, comment est-ce que vous trouvez les gens, et vraiment une discussion naturelle, et moi je remplis l'air de rien le questionnaire pendant la discussion. Et il y a des variables sociologiques, des variables psychologiques et des variables physiologiques, le but étant de noter une covariance et pourquoi pas une corrélation dans le temps, dans ces trajectoires, entre toutes ces variables-là, et surtout de dessiner justement potentiellement une chaîne socio-psychosomatique qui pourrait être modélisée et qui pourrait expliquer la variation, c'est ça mon objet, on va dire, scientifique, c'est la variation, les inégalités d'espérance de vie intramuros, puisqu'à état de santé égal, le ratio de l'espérance de vie en EHPAD va du simple au 20tuple, donc c'est énorme. Des gens qui meurent tout de suite, des gens qui vont y passer 15 ans, des gens qui sont contents d'être là, des gens qui ne sont pas contents, des gens qui ne sont pas contents mais qui vont finir par s'adapter, par y trouver de bons côtés. Au contraire, des gens qui vont être très bien adaptés pendant des années, qui au bout d'un moment, on ne sait pas trop pourquoi, ça va complètement flancher et l'espérance de vie va être réduite. Enfin, il va y avoir une sorte d'essai prématuré. Alors quand je parle de tout ça, il y a des gens qui haussent, enfin dans les collègues de labo, il y a des gens qui haussent toujours un peu les sourcils, etc. Mais moi, ce qui me tient sur cette voie-là, c'est que quand j'en parle avec les professionnels du secteur, c'est clair pour tout le monde, mais on n'a pas de preuves. C'est clair pour tout le monde, sauf pour les directions d'établissement. Mais sinon, c'est clair pour les aides-soignants, c'est clair pour les animateurs, c'est clair pour les familles, c'est clair pour les infirmiers, c'est clair pour les médecins. En fait, l'hypothèse que je pose, c'est que les ressources sociales, elles vont maintenir un équilibre, notamment un équilibre psychique et homéostasique. C'est-à-dire que les gens qui ont recours à ces ressources-là, voire même qui cumulent plusieurs types de ressources,
vont avoir une adaptation à leur nouvel environnement qui va être une adaptation qui va les éloigner entre guillemets du risque de stress, d'anxiété, de peur, etc. qui va encore une fois éloigner pour des conséquences on va dire physiologiques et somatiques et du coup va avoir peut-être tendance à rallonger l'espérance de vie. Le but du jeu avec ce protocole c'est de modéliser statistiquement les trajectoires intramuros avec des variables sociologiques, psychologiques et somatiques, et de les comparer et surtout de dater le décès avec précision par rapport à la date d'entrée et de voir s'il n'y a pas une corrélation, s'il n'y a pas une loi statistique, entre guillemets, un calcul de Qui2, entre la durée de l'espérance de vie et le recours à des ressources différentes, à des ressources sociales, et de démontrer le continuum qu'il y a entre le social, le psychique et le somatique. Et voilà, en gros. On peut peut-être en discuter. Voilà. Merci.